t'es trop fort! Bonsoir à tous, vous l'avez vécu en direct sur Monaco Info. Monaco conforte sa place dans le groupe 1 de la Coupe Davis après la victoire de Valentin Vacherot cet après-midi. Nous ouvrirons ce 19h bien sûr à Astana au Kazakhstan avec nos envoyés spéciaux auprès des vainqueurs du jour. Dans le reste de l'actualité, unique représentante de la principauté aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, Arnaud Alessandria, notre skieur national, a décroché la 31e place sur l'épreuve de descente. La 28e édition du rallye Monte-Carlo historique a rendu son verdict dans la nuit. Nous reviendrons sur la dernière étape qui a fait la différence et les classements finaux. Et enfin, Romane Boringer sera notre invitée. L'actrice et réalisatrice est actuellement en tournée avec la pièce Scène de la vie conjugale. Elle jouait hier soir au théâtre Princesse Grasse. C'est la belle image dans la grisaille de ce samedi, la joie de Valentin Vacherot et de toute l'équipe de la Fédération monégasque de tennis. En venant à bout du Kazakh Alexander Bublik, 7-6, 7-6, le tennisman permet à Monaco de conforter sa place dans le groupe 1 de la Coupe Davis. Une victoire en septembre sera synonyme d'accession au groupe international. Ce serait là encore historique. On se connecte tout de suite avec nos envoyés spéciaux Christophe Paco et Gaëtan Lebrun à Astana. Une performance extraordinaire pour l'équipe de Monaco, emmenée par son meilleur joueur, Valentin Vacherot, qui a assuré la victoire tout à l'heure contre cette équipe kazakh, pourtant emmenée par Alexander Bublik, numéro 10 mondial. Eh bien, notre numéro 1, 27e mondial, 27 ans, Valentin Vacherot, n'a pas tremblé. Encore une victoire en 2 manches, très serrée, en 2 tie-break, 7-6, 7-6, tout comme le double ô combien important avec Hugo Nys et Romain Ardeo, qui ont aussi triomphé en 3 manches, en 3 tie-breaks, 7-6 à chaque fois, 6-7 le premier perdu, et ensuite 7-6, 7-6 pour les Monégasques. Ravis les Monégasques, qui vont retrouver évidemment l'envie d'aller encore plus haut au mois de septembre prochain, mais déjà, savourons ici à Astana cette qualification dans le groupe mondial de Monaco, avec son meilleur joueur, Valentin Vacherot, aux côtés de Gaëtan Lebrun. Ah Valentin, quelle émotion d'avoir remporté le dernier match, celui qui qualifie Monaco. Ouais, non, c'est fou. Je pense que c'est la plus belle victoire depuis que je joue en Coupe Davis, ça c'est sûr. Ouais. En plus, au terme d'un scénario fou, 2 tie-break, t'as été solide dans tous les points importants, littéralement. Ouais, j'ai été très bon dans les moments importants. Dès que ça a été chaud dans les 2 tie-breaks, j'ai été très très solide. C'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Ouais. Comment t'as abordé ce match justement après cette victoire en double qui justement, alors soit te rajoutait un peu de pression ou au contraire te libérer en disant c'est moi qui peux apporter le dernier point? Évidemment qu'il y a un peu de pression. Je me dis que je peux rapporter le dernier point. Après, je pense au fait, il y a un truc, on a un point fort dans notre équipe, c'est qu'on a 2 joueurs de double et que pas toutes les équipes ont ça. Ce qui fait que souvent les numéros 1 doivent jouer en double et quand Hugo et Romain gagnent, on joue en 2h45 en double et que je me dis que je dois jouer le joueur après, ça me donne quand même un petit peu de confiance au niveau physique. Et quels ont été les mots justement entre toi, Guillaume Couillard ou même avec Hugo et Romain justement pour ces 2 matchs importants? Non, ça a été vraiment... De toute façon, on sait ce qu'on doit faire. Entre parenthèses, on n'a pas le droit à l'erreur. En double et moi, j'avais pas le droit à l'erreur si on voulait gagner. On l'a fait, donc ça c'est bien, mais on ne sait pas ce qu'on se dit. On se dit, on fait notre truc et on voit ce qui se passe après. Ils ont eu 2 balles de match contre eux. Donc à tout moment, on aurait pu être là, se retrouver là à 2 partout et à jouer un match décisif que ça aurait été très compliqué de gagner. Maintenant, on a gagné ces 2 matchs et je pense qu'on progresse tellement en Coupe Davis, on devient très très fort. Ouais. Et vous avez joué 5 tie-breaks, vous en avez gagné 4 sur 5. Est-ce que ça rend la victoire encore plus belle en termes d'émotion surtout? Ah ouais, ça c'est sûr, c'était chaud bouillant. Le double a été fou, ils ont sauvé 2 balles de match comme j'ai dit, la fin a été très tendue. Et moi pareil, alors j'ai eu 2 très bons tie-breaks, surtout que le scénario du dernier est assez fou. Où il me sauve une balle de match de manière exceptionnelle. Et après, je vais le chercher après. Donc, non, c'est trop content. Je vous propose d'écouter à présent la réaction de la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie Antoinette de Massy, tout sourire. Je suis tellement fière de mes joueurs, de Valentin et de Hugo et de Romain, ce qu'ils ont fait ces 2 jours. Et particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Ils sont allés au bout de leur force et je leur en suis reconnaissante pour ça. Et le petit plus, c'est Valentin Vacherot qui bat une nouvelle fois Alexander Bublik. C'est vrai que quand il était au Masters 1000 de Shanghai, quand il est tombé contre Alexander Bublik, nous avons évidemment tous pensé à la Coupe Davis en se posant peut-être pas mal de questions. Et puis il a déjà créé une première fois, j'ai même pas envie de dire l'exploit parce qu'il joue, pour moi c'est son niveau de jeu, c'est ce que je dis déjà depuis longtemps. Et donc il a battu Alexander Bublik à Shanghai et puis là aujourd'hui il a réitéré heureusement et voilà, je suis vraiment fière de lui et je remercie toute mon équipe, j'ai toute confiance en eux, ils le savent et je suis vraiment heureuse aujourd'hui.
Direction l'Italie, Arnaud Alessandria s'était lancé ce matin sur la piste du Stelvio à Bormio, l'une des plus légendaires et des plus redoutées pour la descente. Ce samedi, le skieur de la Principauté, unique athlète monégasque en lice pour ces Jeux Olympiques d'hiver, a décroché la 31e place, un résultat qui fait la satisfaction de ses supporters. Plusieurs membres de l'association monégasque des athlètes olympiques se sont réunis pour visionner sa course en direct. J'ai bien aimé regarder, c'est un beau spectacle. Donc on est content de lui. De toute façon, c'est toujours une perf de se retrouver aux Jeux Olympiques. Donc il avait l'air un peu déçu. Donc forcément, on est de bons supporters. Donc on est quand même content de l'avoir vu. Je suis venu aussi avec mon fils parce que je pense que c'est important aussi qu'il regarde les Jeux Olympiques, qu'il s'imprègne aussi du sport et voilà, qu'on transmet aussi les valeurs aux jeunes générations. Il n'est pas tombé, alors je suis content. Et la famille olympique monégasque se retrouvera mercredi, le 11 février, pour suivre Arnaud Alessandria sur le Super G. De son côté, le prince Albert II est sur place en Italie. Le souverain a d'ailleurs remis les médailles de l'épreuve de descente aujourd'hui et rencontré le président italien Sergio Mattarella avant l'ouverture des Jeux. En football, le match que tous les supporters de l'AS Monaco FC attendent chaque saison arrive. Le derby de la Côte d'Azur, c'est demain, dimanche. Les Monégasques se déplaceront à Nice à l'occasion de cette 21e journée de Ligue 1. Après leur élimination jeudi soir en 8e de finale de la Coupe de France, dans quel état d'esprit les hommes de Sébastien Pocognoli appréhendent-ils cette rencontre? Réponse tout de suite au micro de nos reporters qui ont assisté à la conférence de presse d'avant-match. On a joué contre une bonne équipe de Strasbourg. On a eu des manquements pendant le match, mais on n'a pas fait un mauvais match. Je trouve qu'on a eu des bonnes séquences de match et des faits de jeu qui, encore une fois, nous mettent du mauvais côté du résultat final. Mais on a fait un match cohérent, pas assez par rapport peut-être aux qualités de Strasbourg. Mais maintenant, c'est un nouveau match et on doit aussi prendre des points en Ligue 1 pour revenir vers les places européennes. Donc la situation aurait été la même avec une qualification contre Strasbourg ou pas. C'est une autre compétition. Là maintenant il faut se remettre dans les pieds sur terre par rapport à la compétition française et faire le maximum pour engranger des points. Et on a 2 matchs très importants pour nous relancer vers le haut du tableau. Nice a fait tourner pour son match de coupe. Nous un peu moins, mais on l'a fait aussi. Et la réalité, c'est qu'on va devoir composer avec le noyau et être intelligent par rapport au choix et aussi par rapport aux qualités de l'adversaire. Voilà, c'est un derby, pour moi, il doit se jouer avec beaucoup de cœur, beaucoup d'intensité et une bonne agressivité. C'est un rendez-vous immanquable pour les passionnés de voitures de collection. Le rallye Monte-Carlo historique a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Des routes piégeuses, des nuits glaciales et un final légendaire sur la boucle du Turini. Le verdict a été proclamé au cœur de la nuit dernière. Retour sur une édition intense où la régularité a fait la différence avec Vanessa Desi et Alexandra Paolini. Une semaine après le WRC, la 28e édition du rallye Monte-Carlo historique s'élance avec un format repensé. Dès les premières épreuves de régularité dans le Vercors, le ton est donné. Chaussée humide, neige persistante et conditions piégeuses. Un défi salué par les concurrents, confrontés ensuite aux routes exigeantes de l'Ardèche. La Drôme a durci la sélection avec 300 km de col glacé et de mécanique éprouvée. Le retour en principauté est unanimement apprécié par les équipages. Un Monte-Carlo enneigé, plein de neige, des conditions difficiles. Mais une très bonne ambiance, c'était vraiment super, vraiment très très bien organisé aussi, merci l'ACM. On est content d'être là. En 2e position, c'est incroyable pour une petite voiture comme ça. Donc entouré de Porsche, donc on va voir ce soir dans le Turini. Parce que là, la puissance pourrait parler, mais on m'a dit qu'il y avait de la neige. Donc s'il y a de la neige, c'est les petites voitures, s'il n'y a pas de neige, c'est les grosses voitures. On s'est régalé, on a passé une super semaine entre montagne, virages, convivialité. Le nouveau programme organisé par l'ACM est vraiment d'enfer, donc on s'est vraiment bien amusé. C'était merveilleux parce que le Atomic Club de Monaco a pris une grande décision, fermer les routes. Et on retrouve un peu les rallyes d'antan, même si on est dans le présent.
Et on a pris beaucoup de plaisir. On arrive à Monaco, déjà avec la voiture tout fonctionne. On est bien classé pour le moment. Donc on va voir cette nuit, le Turini, le juge de paix du Monte Carlo. Il y a un peu de neige en haut. Je ne sais pas, on n'a pas encore les dernières informations. Les voitures ouvreuses vont passer dans un peu de temps pour le choix des pneus et voir la suite. La mythique boucle du Turini s'impose comme le juge de paix du rallye Monte Carlo historique. De nuit, sur des routes étroites et souvent glacées, chaque virage compte. Entre concentration extrême, fatigue accumulée et conditions changeantes, le Turini ne pardonne rien. Monaco est atteint, mais rien n'est encore joué. Elle a souvent fait la différence, hein. On en a vécu avec différentes, vues du terrain, etc. Mais il y a toujours eu du suspense et des surprises dans le Turini. Donc on s'attend à ce que ce soit pareil encore cette année. Je viens chaque année pour essayer de le gagner, ce rallye Monte Carlo historique. Mais malheureusement, donc, ça ne veut pas trop sourire. Mais j'ai tellement été patient pour gagner le vrai, le WRC, que je me dis que ça fera pareil. Il faut que je patiente encore. J'ai pas encore suffisamment d'expérience pour un historique. Ça tourne, c'est de nuit, on ne sait pas les conditions là-haut, on ne sait pas s'il y a de la glace, on ne sait pas s'il y a de la neige. Normalement, a priori, c'est propre, mais on ne sait pas, c'est sur la grosse inconnue. Et puis, cette appréhension, j'ai une belle voiture et je ne voudrais pas trop la casser. C'est ça, voilà. L'appréhender, c'est pas vraiment le mot, qu'elle passe et qu'on aille prendre un petit repos bien mérité, ce sera très bien. Voilà. On est là maintenant, il faut faire la boucle et terminer. On n'a rien à gagner, rien à perdre, si ce n'est de rentrer en forme. On sait que la montée du col du Turini sera sèche. En revanche, la descente est enneigée et verglacée. On a fait le choix de ne pas prendre les pneus clos pour pouvoir faire la deuxième spéciale qui, elle, est sur route sèche. Donc on va essayer de faire au mieux et de ne pas faire d'erreur dans cette descente qui risque pour certains pilotes d'être fatidiques parce que les voitures vont forcément glisser et avec la température qui est actuellement au col, cette neige va durcir et va devenir glace. Au terme d'une dernière nuit fidèle à la légende du col du Turini, l'équipage Climent Jiménez-Valls sur BMW 323i est proclamé vainqueur de ce 28e rallye Monte Carlo historique. À la deuxième marche du podium, De Luca Scholl sur leur 104 ZS. Et la troisième place bien méritée revient au monégasque Olivier Campana, copiloté par son épouse Lydia, à l'issue d'un rallye éprouvant et sans concession. Vous avez peut-être eu la chance de l'applaudir hier soir. Romane Bohringer était sur les planches du théâtre Princesse Grace à l'affiche de la pièce Scène de la vie conjugale de Bergman. L'actrice et réalisatrice est en duplex avec nous. Bonsoir Romane Bohringer. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être notre invité ce soir. Dans cette pièce, vous formez un duo avec Stanislas Nordet et incarnez ensemble un couple qui s'aime depuis 10 ans. Un couple idéal qui va révéler ses failles. Sans trop en dévoiler, qu'est-ce qui va provoquer le point de bascule ? Qu'est-ce qui va provoquer le point de bascule oui, effectivement, Johan et Marianne sont un couple qui s'aime et qui apparemment vit une vie tout à fait complète. Qu'est-ce qui va être le point de bascule ? Ils vont se retrouver confrontés à un couple d'amis chez qui la crise et l'infection a déjà commencé à poindre. Et en miroir, ils vont se mettre à s'interroger sur leur couple à eux. Et comme dit Bergman, ce qui était une petite blessure apparente va se révéler comme une infection et les empoisonner de l'intérieur. Voilà, mais c'est la peinture, disons, assez très radicale et très précise c'est la peinture en 6 tableaux des interrogations et des vérités qui vont se révéler à eux au cours de la pièce. Est-ce que vous retrouvez un peu de vous dans le personnage de Marianne ? Là, je me pose pas la question. Je crois que la pièce de Bergman, car c'était au début une pièce dont il a fait une série, je crois que la pièce de Bergman et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle
qu'elle donne encore envie d'être interprétée et d'être montée. Je crois qu'elle est une espèce de radiographie un peu universelle de ce qui forge un couple, des promesses qu'on se fait, des mensonges qu'on peut se faire, des vérités qu'on ignore et qui parfois ressurgissent. Je navigue dans cette exploration parce que on pourrait dire que c'est une exploration de l'intime parce qu'il va vraiment, il y a 6 tableaux dans lesquels dans lequel il creuse vraiment de manière assez entêtée les recoins de leur histoire d'amour. Oui, c'est une pièce qui nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, vous, dans ce texte ? En fait, C'est mon 2e spectacle avec Christophe Perton. Et j'avais envie de retravailler avec lui, tout simplement, parce qu'on avait une belle aventure sur le Bel Indifférent de Cocteau. Et j'avais très envie de naviguer sur le plateau avec Stanislas Nordet. Donc ça, c'est le point de départ de mon désir de faire ce spectacle. Et puis Bergman, je suis moi-même en train de le découvrir puisque c'était notre seconde représentation. Donc je serai plus à même de dire ce qui m'en restera plus tard. Mais c'était en tout cas un partenaire, Stanislas, avec qui j'avais envie d'éprouver la scène. Et puis ce partage-là, ce couple très intense. Et j'avais également envie de retravailler avec Christophe. J'ai lu qu'à l'origine, la série télévisée diffusée en Suède dans les années 70 avait provoqué une vague de divorces chez les spectateurs. Est-ce que vous pensez que cette œuvre résonne différemment aujourd'hui qu'à l'époque de Bergman ? Oui, je pense un peu quand même parce que la pièce est aussi l'histoire d'une émancipation, en tout cas du côté du personnage de Marianne. C'est une femme qui vit dans une espèce de confort moral même, enfin de confort d'éducation qu'elle a reçue, auquel elle s'est pliée, et la pièce aussi décrit son éveil, son réveil plutôt. Son réveil à ce qu'elle est profondément. Le choc était sans doute plus fort à l'époque de Bergman. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on parle quand même beaucoup, on est en train de rendre aux femmes leur destinée, je l'espère. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça fait écho aujourd'hui. Il faudrait demander aux spectateurs. Enfin, un mot sur votre actualité, cinéma, théâtre. Où est-ce qu'on vous retrouvera prochainement ? Je vais être en tournée avec Scène de la vie conjugale, à Nice notamment, dans quelques jours. Mon film, Dites-lui que je l'aime, est encore au cinéma, je pense. Et ça fait pas mal d'actualité. La suite, on verra après. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Théâtre toujours, mais théâtre solidaire cette fois. Écoute Cancer Réconfort tenait sa soirée caritative annuelle hier soir au Théâtre des Variétés. C'est la compagnie du Théâtre des Oiseaux de Nice qui a offert son cachet à l'association monégasque avec sa pièce Comme s'il en pleuvait, une comédie où l'argent rend complètement fou. Le récit de Théo Schumer sur les images d'Arnaud Imbert. Bruno, tu fais très bien ton travail. Oui, je fais très bien mon travail, je suis le meilleur anesthésiste du 06. Oui, on me remercie pas en me faisant des cadeaux, en me donnant de l'argent. Non, les chirurgiens, oui, ça, les chirurgiens. C'est la soirée annuelle de l'association Écoute Cancer Réconfort, celle qui lui permet de renforcer sa visibilité auprès du public en rappelant ses nombreuses missions et d'obtenir un généreux coup de pouce pour les financer. C'est important parce que c'est des fonds qui arrivent directement pour pouvoir financer les soins de support que l'on offre gratuitement aux personnes atteintes de cancer et à leurs accompagnants. Donc sur une soirée comme ça, on finance un certain nombre de soins et ça, c'est pas négligeable puisque nous, dans notre mission, c'est vraiment d'offrir ces soins de support avec la psychologie, la socio-esthétique, les activités physiques adaptées, la réflexologie plantaire, la méditation, tout ce qui est activités physiques adaptées qui sont essentielles et on organise énormément d'ateliers et tout ça, oui, ça demande des fonds. Il y a des personnes qui peuvent venir bénévolement nous faire des actions, mais c'est pas toujours le cas et on a besoin surtout d'un suivi pour les patients et c'est ce qui fait que, on est obligé de récolter des fonds et ça en fait partie avec une soirée comme ce soir. Chaque édition, l'association choisit un spectacle de nature différente pour attirer du public. L'année précédente, il s'agissait d'une chorale et cette année, c'est du théâtre porté par la compagnie du Théâtre des Oiseaux de Nice qui offre la pièce Comme s'il en pleuvait, le jour où un couple de la classe moyenne découvre par milliers des billets de banque dans son appartement et se demande d'où peut bien provenir tout cet argent. Il y a forcément une explication. Oui, laquelle? Tu l'as trouvé là. Oui, là sur la table. Alors il vient de là.
Il pleut de l'argent chez ces gens-là, il pleut de l'argent et ils ne savent pas pourquoi. Alors un jour c'est 100 €, le lendemain c'est 1000, après c'est 10 000, après ça n'arrête pas. Et ça va donner une conséquence finale qui va être venez la voir, quoi. Venez la voir parce que je ne peux pas vous dire autre chose. Qu'est-ce qui se passe vous, s'il pleut de l'argent chez vous? On se met à tout ramasser, je pense. Voilà, c'est ce qu'il fait, lui. Mais sa femme n'est pas toujours d'accord avec lui. Voilà, en gros c'est un peu ça. C'est sûrement un cambriolage. Alors déjà on n'a pas construit, alors il manque rien, tu vois. Et alors? Alors le principe du cambriolage, c'est que le cambrioleur il prend les choses, il ne les dépose pas. T'es peut-être un débutant. Les personnages se sont donc bien écharpés, mais pour le plus grand bonheur du public, une nouvelle fois ravis d'être au rendez-vous pour la bonne cause. Non, il va se faire virer, il n'est pas bon. Il est pas bon. Et si vous avez manqué la représentation et que vous souhaitez soutenir l'association, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Elle avait attiré plus de 76 000 visiteurs à Monaco cet été. Eh bien, le succès de l'exposition Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou, se confirme en Chine. Depuis le 24 janvier, le Grimaldi Forum en assure la scénographie et la production à Pékin avec un accrochage repensé pour ce public international. 10 000 visiteurs se sont rendus au Beijing Minsheng Art Museum depuis l'ouverture. Une grande fierté pour nos équipes et pour la principauté, a souligné Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum. Avant de refermer ce journal, une dernière escale aux États-Unis pour la chronique US. De New York à Los Angeles, en passant par Chicago et Dallas, Monaco peut compter, dans le pays, sur une dizaine de consulats chargés de développer les relations économiques, culturelles et diplomatiques avec les autorités locales. Focus aujourd'hui sur le consulat de Monaco à Miami. Notre correspondant Bastien Bory a rencontré Thomas Abreu, consul honoraire depuis bientôt 2 décennies. Là où les affaires sont reines, beaucoup veulent trouver une place. Vénézuélien de naissance et floridien d'adoption, ancien ingénieur chimiste puis banquier et dirigeant d'hôtel, Thomas Abreu a trouvé la sienne en tant que relais diplomatique de Monaco. My role has been the ears and eyes of Monaco here in Miami, and represent Monaco since 2009, 16 years now. It's been an honor to do so. Florida is very important, given its size, its economic impact in the world. So that is very important for Monaco to have a presence in Florida and to know what's going on. Comprendre ce qui se passe en Floride, c'est d'abord mesurer les risques qui pèsent sur la région. Miami est avec la Nouvelle-Orléans la ville la plus basse des États-Unis. Altitude, 1 mètre au-dessus de l'océan, dont le niveau devrait augmenter de 35 cm d'ici 2050. Pourtant, au lieu de passer aux énergies vertes, la Floride mise sur le gaz, laissant l'État exposé à des tempêtes et inondations de plus en plus fréquentes. Cities have had implemented measures to go completely 100% using renewable energy by 2030 or so, but the state has eliminated that provision in the statutes. La Floride et Monaco ont ainsi 2 approches différentes face au changement climatique, ce qui n'empêche pas les collaborations. Recently, I was contacted by some organization that's called the Reef Line. They are developing an artificial reef they are deploying in Miami Beach. It's 7 miles long. I put them in touch with the Prince Albert, the second foundation, and they started conversations. Si l'environnement est une préoccupation partagée, le sport en est une autre. Entre juin et juillet prochain, Miami accueillera 7 matchs de la Coupe du Monde de football, là où les investissements dans le sport au sens large ont généré ces dernières années plus d'1 million d'emplois à l'échelle de la Floride. The latest numbers I have in 2021-2022, they are like $240 billion impact on the state. They have a policy, no, I wouldn't say a policy, a strategy, let's say. It's a continuous sports events during the year, one after the other. Monaco, the same thing, sports and events all year round to attract people. Un public attiré également par la centaine de décollages annuels de fusées depuis Cap Canaveral, faisant de ce spatioport la base la plus utilisée au monde avec, derrière chaque lancement, une coopération entre ingénieurs, techniciens, entreprises privées et agences gouvernementales de plusieurs pays. Everybody knows that Monaco has the Outer Space Agency, and they are in charge of developing the policy and signing agreements with other countries or agencies.
I know Space Venturi has a joint venture with a US company and they're very involved in the Lunar rover. Definitely, there are synergies, there are opportunities, just a matter of finding them. Et avec le prochain concert floridien des petits chanteurs de Monaco en préparation, le dialogue culturel, éducatif et économique continue de prendre forme et de renforcer les liens entre les deux territoires. Ce journal est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. On se quitte en images, celle de Manuel Vitali à Astana pour immortaliser la fabuleuse victoire de Monaco sur le Kazakhstan en Coupe Davis aujourd'hui. À suivre les prévisions météo de Théo Schumer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo du week-end. Des prévisions particulièrement instables, on alterne beaucoup entre pluie et beau temps en ce moment. Et demain, ce sera de la pluie au programme. Un ciel très couvert dès votre réveil qui pourra devenir pluvieux à partir de la mi-journée. Du côté des températures, ce ne sera pas plus joyeux. 9 degrés en matinée jusqu'à 11 degrés maximum l'après-midi. Et ce dimanche 8 février, nous penserons à souhaiter une bonne fête à toutes les Jacqueline. Excellente soirée sur Monaco Info.